Hello à tous, bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Jean-Philippe Frances. Alors bon, vous êtes nombreux je pense à faire de l'endurance, donc Jean-Philippe Frances est un cavalier d'endurance émérite. Il a gagné plein de choses dans sa vie. Il a fait de nombreux podiums à des jeux équestres mondiaux, à des grandes courses connues en France. Enfin bon, c'est vraiment un des grands noms de l'endurance en France. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Équitalion, grâce à Michel Laurent de Moving Smart, que je remercie une nouvelle fois ici. Et sur Équitalion, j'ai proposé à Jean-Philippe Frances de me parler en fait de son année 2021. Parce que elle a été riche, on va dire, en événements pour lui. Il est tombé de cheval suite à une attaque de chien. Il s'est fait une fracture ouverte de la cheville. Du coup, ça a été compliqué pour lui pendant les soins, pendant sa rééducation. Il savait finalement pas s'il pourrait remonter à cheval, donc une petite descente aux enfers, on va dire. Et finalement, son corps se remet très très bien. Et il envisage même de faire les championnats du monde, qui sont même pas 6 mois après. Donc déjà, truc de ouf, quoi. Et en plus, pendant ces championnats du monde, ça il nous l'a dit hors micro, il ne l'a pas dit pendant le podcast, donc je me permets de compléter l'info. Il a dû en fait courir son championnat, sa course de 160 km, en gérant la douleur. Parce que sa cheville n'était pas complètement remise. Et en fait, s'il n'avait pas mal à sa cheville, ça veut dire qu'il ne mettait pas de poids dessus. Donc il compensait en fait sur sa jambe valide, et du coup il était déséquilibré sur son cheval. Donc en fait, pour le bien-être de son cheval, pour pouvoir assurer et être équilibré sur son cheval, il fallait qu'il appuie sur sa cheville et qu'il ait mal, pendant 160 km. Et là encore, c'est un truc de ouf, parce qu'à la course d'Ermelot qui était en septembre, il est en tête, il mène pour la grande majorité de la course, il mène, et dans la dernière boucle, là, il se passe un truc au niveau du balisage, il rate quelque chose, et avec le petit groupe de 4 dont il fait partie, ils prennent une mauvaise direction, ils se trompent. Et donc, les espoirs de la médaille individuelle tombent, reste la médaille par équipe, et il se trouve que, ils vont quand même réussir à être deuxième par équipe et à décrocher la médaille d'argent pour la France. Donc c'est pas mal, et j'avais vraiment envie que Jean-Philippe nous parle un petit peu de tout ça et nous fasse rentrer dans sa bulle. Vous allez constater dans sa voix qu'effectivement ça lui prend un petit peu aux tripes parfois quand il nous raconte tout ça, et je le remercie encore de bien avoir voulu accepter ce thème de podcast, de bien avoir voulu nous ouvrir un petit peu sa bulle, sa zone de confort, et il est grand temps maintenant que je vous laisse découvrir tout ce qui a pu arriver à Jean-Philippe Frances, tout ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là, parce que ça reste un athlète de haut niveau. Il a forcément une récupération physique qui est meilleure, et il a aussi, même s'il ne le travaille pas, un mental qui est en béton. Et j'avais vraiment envie d'essayer de mettre le doigt dessus et de transmettre tout ça via le podcast. Allez, je laisse place à ma conversation avec Jean-Philippe Frances. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Angélique. Merci de m'accorder du temps sur Équitalion. C'est complètement impromptu et je suis ravie que tu veuilles bien me consacrer du temps sur l'interview et sur le podcast. C'est la magie des salons, et vraiment merci beaucoup pour ça. J'aimerais beaucoup qu'on parle de la course d'Ermelot, dernière grosse course que tu aies fait. Alors en plus, qui n'a pas été une course toute rose, il s'est passé des choses. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on en discute et que tu nous racontes ce qui s'est passé de ton côté ? Oui, il n'y a aucun problème de reparler de ce championnat, malgré les petits incidents qu'il y a eu sur le parcours, et notamment en fin de course. Ça marche. Alors, je vais un peu rétropédaler dans le temps. La dernière fois que je t'ai vu à Gréoux, tu avais un plâtre. Problème à la cheville, un sacré problème à la cheville même. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, j'ai été victime d'une grosse chute mi-mai, avec une fracture ouverte de la cheville, fracture bimalléolaire, qui était quelque chose d'assez important, et on a essayé de réparer ça au mieux pour être présent à Ermelot au championnat d'Europe. Du coup, je rebondis, même les pros chutent ? Et malheureusement, oui. Et en vieillissant, en plus, ouais. Je pense qu'on se fait un peu plus mal qu'avant. Et jeune cheval ou circonstances particulières ?
Non, c'était mon cheval que j'ai monté au championnat. D'accord. Donc je connais parfaitement et bon, quand même un peu de bouteille. Circonstance, oui, on s'est fait attaquer par un chien Ah ok, d'accord. qui a engendré un mouvement de panique. Et voilà. Après, je n'ai pas tout en tête. J'ai un peu des pertes enfin pas de mémoire, mais voilà. Oui, La suite à partie, l'accident, ouais, ok. Donc, je ne sais pas si j'ai chuté ou si j'ai essayé de quitter bord. Ok. Enfin, en tout cas, la réception n'a pas été Au top. parfaite. Ouais. Très bien. Ah oui, donc même les pros se font attaquer par des chiens pendant leurs entraînements. C'est un peu rassurant quand même. Je me dis que je ne suis pas toute seule. Merci. Ouais, non, c'est un vrai problème maintenant, Ouais. les chiens en forêt. Ouais. Ok. Bon, j'espère que ça rassure nos auditeurs aussi. Vous n'êtes pas seul. Et du coup, sur la rééducation de la cheville, en fait, c'est parce que tu as eu l'aval de l'équipe médicale que tu t'es présenté à Ermelot. Est-ce que vous avez mis en place un protocole particulier pour t'aider à récupérer au mieux? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un bon chirurgien qui a compris ma pratique et mon envie d'être au championnat et qui m'a donné son aval début juillet par rapport à une récupération qui lui semblait assez rapide et correcte. Et je suis rentré dans un centre de rééduc à Saint-Martin-Sport à Marseille, Ok. voilà, à raison de 3 heures par jour. Et Quand même, ouais. qui est axé sur la rééducation vraiment de la cheville et la préparation physique. Et donc, tu as tout récupéré en 4 mois. Alors j'ai pas tout récupéré, je suis toujours quand même très gêné et voilà, là j'arrive à marcher correctement mais je peux pas encore courir, etc. Mais on a fait en sorte de pouvoir monter à cheval grâce aussi à une attelle, une sorte de prothèse en carbone qu'on m'a fabriquée qui vient me prendre en charge les mouvements un peu extrêmes au niveau de ma cheville. Et grâce à la rééducation et à cette prothèse, je peux pratiquer. Ouais, non, moi je suis hyper impressionnée. 4 mois après récupérer de la cheville, bravo, bravo, bravo. Et pendant la course, du coup, ça a été parce que j'imagine que même si la telle devait aider, est-ce que la fatigue et le travail fait pendant la course a été inconfortable à un moment ou finalement c'était pas spécialement de douleur inhabituelle, quoi. Alors déjà, le profil d'Ermelot étant, je pense, la seule course que je pouvais envisager faire. C'est très plat et donc ça me permet d'avoir une position assez stable, sans changement d'appui incessant, comme on peut avoir sur des courses plus techniques, avec beaucoup de dénivelé, où là, je pense que j'aurais pas pu faire la course. Pendant la course, il y a eu un gros moment de doute à la 3e étape, où là, j'ai vraiment eu des douleurs importantes. Et j'ai eu peur, voilà. Enfin, je me suis dit que si ces douleurs allaient crescendo, je n'allais pas pouvoir finir la course. J'ai fait un peu de réglage de la telle. Je suis tombé sur les bons réglages en cours d'épreuve et ça s'est remis à bien fonctionner. Voilà. Ok. De la préparation mentale, tu en fais ou pas? Pour t'aider à gérer la douleur, le doute ou toutes ces émotions qu'on peut avoir pendant une perf? Non, après, j'ai la chance d'avoir un grand vécu sur tout ce championnat, j'en ai fait pas mal. Donc déjà, je savais à quoi m'attendre au niveau de l'épreuve, de l'organisation, de plein de choses. J'avais également un cheval que j'ai fait naître, que je connais parfaitement. Donc j'avais déjà pas mal de points entre guillemets positifs. J'avais éliminé pas mal d'inconnus. Donc j'avais plus que la question de la gestion de la douleur. J'ai eu beaucoup de doutes, même jusqu'à un mois avant, quand on a fait le stage à Compiègne de sélection, où là, j'étais vraiment pas très confiant. Jean-Michel Grima, le sélectionneur, m'a quand même fait confiance en me disant il reste un mois, ça va le faire. Voilà, donc, et ce doute-là, personne ne pouvait le gérer, ça allait se faire kilomètre après kilomètre. Ça a fonctionné. Voilà. Et après, au quotidien, au-delà de l'accident de la cheville, est-ce que tu as une préparation physique pour ces courses d'endurance de longue distance comme ça? Alors, j'ai toujours fait pas mal de sport. Là, pour essayer d'économiser ma cheville et de pas rechuter dessus, parce que c'était je pouvais quand même rechuter dessus avec la pratique de l'équitation. J'ai vraiment diminué les entraînements au strict minimum. Je faisais vraiment les plus importants pour mon cheval, pour voir comment il était et le suivre au mieux. Et on a beaucoup travaillé sur des exercices spécifiques au centre de rééduc. Et j'ai fait beaucoup de vélo de route. D'accord, ok. Voilà. Parce que tu aimes bien ou c'est vraiment pour la rééduc? Vélo de route, j'ai toujours fait un peu de plutôt VTT, je courais à pied et ça me secouait trop le VTT, donc je me suis mis à la route pour avoir quelque chose de plus linéaire.
et qui est également une bonne rééducation d'avoir ce mouvement au niveau de la cheville, voilà, de pédaler. Ça m'a aussi, en plus de la préparation physique, il y avait aussi un bénéfice au niveau de la récupération de la cheville. D'accord. Est-ce que tu as eu des aides? Est-ce que tu t'es aidé d'outils pour te remettre en selle, en fait, tout simplement? Oui, quand je me suis remis en selle, j'avais un peu des doutes sur la symétrie que j'allais avoir à cheval, notamment sur l'appui de ma jambe droite. Ouais. Donc j'avais des doutes sur le fait d'être que sur la jambe gauche et de peut-être forcément gêner le cheval et également moi, me créer une fatigue supplémentaire. Et il y a quelques années, avec un ami Michel Laurent, on a créé Moving Smart, qui sont des capteurs qui mesurent l'activité mécanique du cheval et du cavalier. Alors pour les auditeurs, vous vous rappelez peut-être de l'épisode, j'avais interviewé Michel Laurent et Moving Smart, on parlait de la synchronisation. C'était l'épisode sur la synchronisation entre le cavalier et son cheval. Voilà, donc c'est un petit matériel composé de capteurs qui permet de mesurer cette activité et d'autres choses. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis remis en selle, je l'ai pas mal utilisé pour voir justement si je montais toujours correctement, si j'avais pas trop de défauts et essayer de les corriger au fur et à mesure. Et en plus, tu t'es vraiment associé au projet de Michel, parce que tes écuries, elles participent activement au développement de Moving Smart et tu l'utilises réellement avec ta cavalerie pour préparer tes chevaux. Oui. Je fais partie du début de l'aventure. Ouais. Voilà, donc on a travaillé ensemble avec Michel pour créer ce système, ce concept. C'est quelque chose qui est assez facile d'utilisation, qui amène des données assez pertinentes, que ce soit pour le cavalier et pour le cheval. Je pense que ça permet également de prévenir un peu tout ce qui est blessure du cheval et d'anticiper justement des problèmes de santé. C'est qui est utile et en plus de toutes les données qu'on peut avoir en endurance comme la vitesse, une fonction GPS classique avec le cardiaque, etc. qui complémente l'activité biomécanique du couple. Et tu as vu la différence? Alors là, je te reparle du coup avec ta cheville. Tu as vraiment vu la différence entre la première fois où tu t'es remis à cheval et, je vais pas dire la dernière, mais avant ta course, tu as vu l'évolution avec les capteurs? Oui, ça m'a permis justement de faire attention et je m'en étais rendu compte dans le centre de rééducation où j'ai été. On a un vélo type d'appartement, mais un peu plus évolué, qui mesure justement la pression qu'on met sur la jambe gauche et la jambe droite. Et j'ai vu que j'étais complètement déséquilibré. Mais genre vraiment, c'était 90-10 ou c'était... Non, j'étais à 70-30. D'accord. Ouais. Voilà. Et il fallait vraiment que je me concentre sur ma façon de pédaler pour essayer d'être à 50-50. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait aussi que je me préoccupe de ma position à cheval. Et ça m'a bien aidé d'avoir ces capteurs pour voir notamment l'impact que j'avais sur le cheval, s'il changeait ou s'il était déséquilibré de ma manière de monter. Alors, je pose la question parce que c'est à la fois logique et pas logique, mais même quand on est assis, en fait, le fait d'avoir une cheville en vrac, on met un petit peu moins de poids sur la jambe en question, même quand on est assis, c'est ça? Oui, notamment en endurance, quand on galope assez longtemps, on est souvent sur une position un peu assise, mais on est bien sur ses pieds. Et donc automatiquement, il faut quand même toujours chercher à être équilibré. Ouais, d'accord. Est-ce que toute ta cavalerie est équipée tout le temps? Est-ce que tu l'utilises juste à des moments stratégiques? Là, on avait l'exemple de ta cheville, mais est-ce que sinon, dans ton quotidien, hormis cet accident, c'est vraiment quelque chose que tu utilises tout le temps? Tout le temps, non. Mais dès qu'on fait des boulots, des entraînements un peu plus spécifiques, on a besoin de données un peu supplémentaires pour vérifier l'état de santé, l'avancement de la performance du cheval. On s'en sert. Et on a aussi la fonction gait, c'est d'analyser le trotting du cheval, qui est assez intéressante, qui se permet d'affirmer ou de confirmer notre sensation au vu sur le cheval de manière assez simple, même si on est seul pour juger le trotting d'un cheval, ça va nous aider à savoir ce qu'il faut faire ou s'il faut ralentir ou accélérer les périodes d'entraînement. Alors là on parle en particulier de Moving Star parce qu'en plus tu es très impliqué dans le projet. Est-ce que je peux te demander les autres outils que tu utilises? Est-ce que par exemple tu utilises Polar? Est-ce que tu as aussi d'autres capteurs pour d'autres données du coup? Mais je suis curieuse du matériel Jean-Philippe Frances. J'utilise Polar parce que il y a quelques concurrents maintenant qui arrivent et qui proposent notamment des poignets cardio ou la ceinture cardio. Ça, c'est un élément que j'utilise vraiment régulièrement, pareil, sur les boulots qui nécessitent la mesure du cardiaque. Donc j'utilise Polar plus par défaut que par un choix de préférence, mais ça marche très très bien. Voilà. Et en plus, c'est synchronisable avec Moving Smart, j'ai bien compris. Voilà, donc je suis sur Polar parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix. Ouais, d'accord. Voilà. Je peux demander la montre?
C'est quel modèle? La montre, alors je suis souvent avec l'Apple Watch parce que justement l'appli Moving Smart fonctionne avec. Ouais, ok. Voilà. Et autrement, je suis en Garmin. D'accord. Donc pas que Polar. On parlait de Polar tout à l'heure, mais pas que Polar. Non, voilà, Polar, c'est plus tout ce qui est vraiment ce qui est spécifique au cheval. Et du coup, sur la course, t'as plutôt la Garmin ou plutôt la Watch? T'as les deux? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Une à chaque bras? Ouais. Excellent. Alors remarque, c'est vrai que les deux montres apportent chacune des infos différentes. On peut pas encore synchroniser sur les deux. Pour être un peu plus technique, le capteur H10 chez Polar permet d'envoyer sur deux récepteurs. C'est-à-dire donc je peux avoir la donnée cardiaque sur l'Apple Watch et Moving Smart et également sur la Garmin. D'accord. L'avantage clair de tout ce que des montres GPS type Polar ou Garmin, c'est l'autonomie qu'on n'a pas encore sur une Apple Watch. Ouais, ok. Donc pour pas avoir de soucis là-dessus, si jamais j'ai oublié de faire sur 160 km, l'Apple Watch elle nécessite des fois d'être rechargée. Donc pour blender l'assuré, j'ai ça. Et l'Apple Watch me permet aussi d'avoir une communication plus facile sur des infos qui peuvent arriver. Voilà. Oui, parce que du coup tu peux recevoir tes textos ou des choses comme ça. Les nouvelles montres GPS le font, mais c'est plus basique que sur une Apple Watch. Oh, je reviens à la course, mais j'imagine que tu as eu l'info. On a essayé de t'appeler sur ton Apple Watch. Voilà. Et elle me permet également de répondre. Ouais, t'as pas eu besoin de décrocher ton téléphone et tout. C'était pratique en gestuel, quoi. Ouais. Ok. Alors, question après sur la course en elle-même. Bon, je m'en rappelle parce que effectivement, ce week-end-là, moi, c'était un week-end où j'étais en stage avec Emmanuel Ferlandez et on suivait entre chaque cours qu'elle pouvait nous donner vos avancées sur Yamama, sur les réseaux sociaux, etc. A priori, la course, elle démarre bien. Ça se passe bien. Vous arrivez même en tête. Vous, je parle du groupe là, du coup, parce que vous étiez plusieurs. Alors, je me souviens plus exactement qui était avec toi, mais je crois que vous étiez 4. Il y avait Mélodie Théolissa, ouais. Juma, Punti, ouais. et Marichke, une cavalière hollandaise. Ok. Voilà, je pense que c'est ce groupe de 4. On repart en tête à quelques secondes sur la dernière étape. Oui, et là, du coup, nous, on sait que la dernière boucle, elle est riche en émotions et riche en rebondissements. Mais en tout cas, tout le monde, franchement, au stage, était hyper confiant. On m'a dit, ouais, ça y est, ils sont devant et tout, c'est cool. Et on va parler du moment de couac absolu, c'est que vous vous êtes perdu. Exactement, oui. Et c'est dramatique de se perdre sur la dernière boucle d'une vitesse libre comme ça. Comment vous vous en êtes rendu compte à 4 ? Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Quelle a été votre réaction globale? Essayez de nous emmener dans votre petit groupe de 4. Est-ce qu'on peut vivre avec vous ce moment qui est un couac absolu, mais qui arrive pourtant à beaucoup de cavaliers d'endurance? Parce que moi-même, je me perds régulièrement. Et du coup, je sais que ça impacte beaucoup la course, le stress. Moi, je suis en vitesse imposée, donc c'est pas encore pareil. Mais voilà, est-ce qu'on peut vivre avec vous ce moment qui est difficile, mais qui néanmoins est un super moment enrichissant pour nous en tant que retour d'expérience? Déjà, ça s'est produit au tout début de l'étape. D'accord. Voilà, donc on était déjà sur des trains assez importants. Vu le profil de la course, on était sur les premiers kilomètres, on était à 32 moyenne. Ouais, quand même, ouais. Donc ça va vite. Donc ça va vite. Et c'est vrai que le balisage, à ces vitesses-là, ça change un peu nos repères, la perception. Du coup, c'était une boucle différente par rapport aux précédentes ou c'était une couleur spécifique? Oui, bien sûr, c'est une couleur spécifique. Ouais. Et c'est pas la blanc rallongée Non, ouais. C'était la violette. Ok. Voilà. Et donc, à un moment donné, on a loupé un virage sur la droite. Ok. Et dans notre malheur, on a eu un deuxième malheur. C'est que on a loupé une petite boucle. D'accord. Nous, on a tiré tout droit, si vous voulez, sur le petit côté du rectangle. Et on est revenu assez vite sur une zone balisée, une zone balisée. D'accord. Ça fait que nous, on ne s'est jamais aperçu qu'on s'était perdu. Ok. Et on a fait beaucoup de kilomètres en plus. Mais du coup, qui s'en est aperçu? Nos assistants, nous voyant pas passer à un point spécifique. Et ayant vu passer les cavaliers qui étaient derrière nous, ont de suite compris que quelque chose s'était passé et on a été contactés. Voilà. Mais nous, avec ce petit problème de retomber sur le balisage assez vite, on a continué notre route tranquillement. Voilà. Et on a fait 10 km en plus. Et du coup, quand c'est comme ça, donc c'est vos assistants qui vous ont eu par téléphone ou vous les avez croisés au point d'assistance suivant? On les a eu par téléphone. Ok. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Qui c'est qui a eu le coup de fil? Est-ce que c'est On toi? les a tous eu à peu près en même temps. D'accord, ok. Mélodie en a eu, moi j'ai commencé à recevoir des messages et bon là en discutant on a compris qu'il y avait un bug quoi. En recoupant un peu toutes les infos. Donc on a fait demi-tour et là c'est c'est un peu l'effondrement. Hein. On sait qu'on a fait, des fois on peut se perdre quelques centaines de mètres et on sait que peut-être la course n'est pas jouée quand on a pris conscience du nombre de kilomètres qu'on avait fait en plus et on a compris que en tout cas la bataille pour la médaille individuelle c'était fini. Ouais. Mais là, donc, du coup, demi-tour pour retrouver le balisage où vous l'avez quitté. Oui, obligatoire. Obligatoirement, parce que c'est le règlement, c'est comme ça. On a des GPS et on aurait été éliminé. Là, il y a une Suisse a été éliminée pour quelques centaines de mètres en moins le soir de la course. D'accord. Donc nous. Parce qu'après, c'est checké du coup par l'organisation. Ouais. Vous avez des transpondeurs là, c'est ça qui check à la fois le cardio, enfin le chrono, pardon. Ça c'est le transpondeur. On a aussi un GPS, D'accord. Sur vous. Ok. Qui permet de nous tracer justement. Dans le dossard, dans quoi ce GPS? C'est comme les coureurs, là ça se met dans la chaussure, sur les lacets? Ça dépend, des fois on a ça autour du... Ça dépend un peu du matériel qui nous est donné, oui. C'est autour du bras, on peut le mettre dans une banane, ça se met des fois sur le cheval, il y a plusieurs modèles, mais oui c'est ce type de matériel. Donc, demi-tour 10 bornes pour retrouver le point. Demi-tour 5 et 5 quoi. Ouais, voilà. D'accord, 5 bornes pour retrouver le point de balisage. Et là on s'est aperçu quand on est tombé donc, sur le bon balisage et qu'on a vu un panneau de kilométrage de la boucle, c'est là on a compris qu'on allait faire 10 de plus. D'accord, ok. Et donc là on s'est dit on va faire 170 km. Ouais. Donc là la priorité ça a été aussi de se dire il va falloir finir la course sans caler. Ouais. Voilà. Donc on a vraiment pas essayé de faire quoi que ce soit, on a essayé de rentrer avec des chevaux propres et déjà de classer nos chevaux pour la médaille par équipe. Ouais, parce que là du coup je vois le switch, je pense mental qui se fait où on renonce à quelque chose et en même temps on se dit non c'est pas fini, on n'abandonne pas, c'est tant pis quoi, il faut finir c'est gagner, là pour le coup on revient aux fondamentaux et vous repartez avec ça. Et c'est vrai que pour moi ça a été dur parce que se dire qu'on était si proche de faire de réussir peut-être une médaille individuelle en ayant passé l'été à travailler comme ça pour faire le championnat, ça a été un peu... Oui, parce qu'en plus avec cette cheville, autant d'efforts pour... C'est ça, je me suis dit, je me suis jamais perdu toute ma carrière, ou vraiment quelques centaines de mètres, dizaines de mètres, c'est la première fois que ça m'est arrivé, ça a été... ça fait partie des faits de course. Hein. En endurance, malheureusement, sur 160, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ouais. Et ça s'est passé comme ça. Et, voilà. Et est-ce que tu as envie de partager avec nous des leçons de vie, des leçons de philosophie, de recul? Parce que tu vois, toi, tu es un grand champion et déjà, tu le prends comme ça. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément ce recul, cet apprentissage, parce qu'on a vécu moins de courses. Moi, quand je me en fait, la première fois, ça a été difficile. J'ai été éliminée. Ça a été très difficile, ma première élimination. Qu'est-ce que tu aurais envie de me partager comme expérience? L'expérience, c'est qu'une course d'endurance, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il n'y a pas uniquement la performance du cheval. Et il y a plein de choses à gérer. Et tout peut se passer sur une course. Ça fait plusieurs championnats que je fais où je me bats pour essayer d'avoir des médailles individuelles. Et il y a toujours des choses qui viennent perturber le plan qu'on a en tête. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que l'endurance attire beaucoup de gens. Il y a ce côté un peu aventurier, en plus de la performance sportive. Et d'être attentif, d'être présent du kilomètre 1 à l'arrivée. Et malgré... Peu importe ce qui s'est passé. Et est-ce que tu... à des choses inspirantes déjà pour toi? Est-ce qu'il y a, alors, je te parle au sens large, hein, après peut-être que ça ne te parlera pas ou peut-être oui, est-ce qu'il y a des sportifs que tu aimes bien? Est-ce qu'il y a des choses que tu lis, que tu fais qui t'aident du coup pour l'endurance et qui pourraient peut-être nous aider nous? J'ai pas de sportif en particulier, par contre je suis toujours admiratif des grands sportifs qui durent et qui arrivent justement à réitérer des performances sur plusieurs saisons. Voilà, c'est plutôt ce genre, soit au tennis comme Federer, des gens comme ça qui arrivent sur des décennies à être toujours présents, à gérer les blessures, le mental aussi. Ça fait partie des choses qui sont importantes et qu'il faut prendre en compte. Donc
Dans tous les sports, il y a, voilà, c'est des gens comme ça. Des fois, j'aime bien suivre un peu leur parcours et comprendre la manière dont ils fonctionnent. Est-ce que tu penses que l'endurance au global a cette philosophie, que ce soit finalement dans l'équitation ou dans le trail par exemple? Est-ce qu'on est proche quelque part parce qu'on fait un sport de longue durée déjà? Est-ce que l'épreuve en elle-même se ressemble? Et est-ce que pour toi, il y a vraiment une philosophie qui est liée à l'endurance et qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs dans l'équitation, même si quelque part on est sur un cheval? Certainement. Ouais. Je pense déjà la durée de l'épreuve, fait qu'on a une approche, je pense, peut-être différente de d'autres pratiques équestres, que ça soit dans son envie de passer du temps avec le cheval ou de l'effort physique qu'il va falloir fournir. Voilà, je pense que c'est une discipline, oui, qui est un peu à part des autres pratiques. Je quitte un petit peu cette prise de recul, ce feedback là par rapport à Hermolo, mais je vais y revenir. Du coup, on se retrouve sur ton parcours, vous repartez dans le bon sens avec le groupe de 4. Quelle est l'ambiance en fait des autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus effondrés que d'autres? Est-ce que vous rebondissez tous en même temps? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des prises de lead, des gens qui motivent les autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus effondrés? Toi, tu l'as vécu d'une certaine manière, mais comment l'ont vécu les 3 autres? On n'en a pas vraiment rediscuté ensemble. Après, on a été assez fataliste, je pense. Pendant un moment, il n'y a pas eu trop de discussion dans le groupe. Ouais. Et je pense que la priorité, ça a été de railler l'arrivée avec des chevaux en forme. En tout cas, qui puissent toujours défendre des places pour la médaille par équipe. Mais oui, ça a été plutôt un petit abattement général. Okay. Voilà. Ça marche. Et alors après, sur l'après-course, parce que là, vous avez été déçus, vous, les gens qui vous suivaient de près ou de loin, parce que vos équipes ont dû être déçues pour vous aussi. Et tous les réseaux sociaux ont été déçus pour vous. Comment vous avez géré ce côté très, très en direct, très réseaux sociaux, qui est de plus en plus prenant, peu importe le sportif? Est-ce que vous vous êtes protégé par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez exclu? Est-ce que vous êtes allé sur Facebook voir les commentaires ou non? Est-ce que vous vous êtes coupé du monde? Quelle a été votre réaction au global du groupe par rapport à ça? À l'arrivée, il y a eu pas mal de larmes. Ouais. Voilà, je pense avec l'émotion, voilà, ça a été un peu compliqué à l'arrivée. Après, je suis pas trop branché sur les réseaux sociaux de manière générale. D'accord. Donc, je les survole. Ouais. Voilà, après, de mon côté, j'ai eu beaucoup de messages en fait, c'est entre guillemets la performance par rapport à ma cheville et que j'ai réussi à faire le championnat qui a pris le pas sur le résultat et ce petit problème de parcours. Donc ça, voilà, on a essayé de me réconforter beaucoup de soutien, par rapport à être arrivé à faire l'épreuve malgré, voilà, c'est 2 mois avant, on ne savait pas s'il allait y arriver. Donc ça s'est plus focalisé sur ce côté d'handicap que j'ai réussi à affronter. Beaucoup de bienveillance, voilà, finalement. Ouais. Je compare à tort ou à raison peut-être avec Pénélope par exemple au JO. Elle a fait quelques erreurs et pour le coup elle n'a pas été loupée. Elle n'a pas été soutenue autant qu'elle aurait pu ou aurait dû l'être. Voilà, du coup je trouve ça chouette pour toi. Voilà, après je les ai quand même j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de mauvais messages par rapport à ça. Voilà. Après, on est responsable parce qu'on a été les seuls à se perdre donc sur les autres cavaliers, donc c'est qu'il y a une raison. Après, je pense que sur un championnat, il faut trouver des solutions pour ne pas que ça arrive. Je pense qu'on était quand même sur un balisage qui était un peu léger. Pas mal fait, mais pas assez de rappel. Voilà, parce que tout au long de la journée, tous les cavaliers qui étaient en tête de groupe, souvent à des carrefours, on a été obligé de s'y reprendre. Donc c'était 10-20 mètres. Mais ça coupe le rythme, ça casse le rythme. Et là, certainement qu'à des vitesses élevées, on est passé à travers une balise. Voilà. Ouais. Alors qu'il y a des épreuves qui sont mieux balisées. Et la seule chose qu'on a discuté notamment avec Juma,
c'est peut-être de créer un code international du balisage avec des couleurs fixes pour chaque étape, qu'on ne se pose pas la question que la dernière étape, si elle est bleue, verte, violette, ce serait par exemple vert. Ouais, toutes les dernières étapes sont vertes. Etc. Peut-être chaque étape avec une couleur fixe, avec peut-être un code de langage en disant voilà, quand on tourne à droite, 100 mètres avant, on met des rappels, quand on tourne à gauche, voilà. Essayer d'avoir un langage, que ça devienne quelque chose de répétitif. Et que les cavaliers, voilà, on soit plus alertés par rapport au balisage, au changement de direction brusque, qui peut-être amèneront à éviter ce genre de problème, parce que ça a des répercussions. Voilà, ceux qui ont les médailles individuelles les savourent pas pleinement parce qu'ils se disent mais... je les ai eus parce qu'ils se sont perdus. Voilà. En gros, ouais. Donc ça impacte aussi tout le résultat de toute la course. Ouais. Il y a des codes comme ça dans le règlement FEI pour le balisage des courses ou pas du tout? Je pense pas. Ouais, du coup, ouais. Donc voilà, ça faisait partie des idées, des discussions qu'on a eues notamment avec les cavaliers qui étaient essayer de faire remonter ça et voilà, essayer d'être plus précis sur ces points. Alors c'est bête et méchant, mais je m'étais jamais posé la question du balisage parce que c'est vrai que je cours pas à ces niveaux-là. Donc moi je m'étais dit que c'est vrai que sur les plus petits niveaux, les clubs font peut-être les écuries font comme elles veulent. Mais c'est vrai que je m'étais dit intuitivement que sur les courses FEI, c'était plus cadré en fait, plus structuré. Mais non. Non, pas plus que ça voilà. en fait. Okay. Et c'est vrai que des fois on arrive sur des grosses épreuves, il y a des fois un peu on en rigole parce que mais il y a bleu ciel et bleu marine. Donc je pense, voilà, il y a assez de couleurs possibles de ne pas prendre deux bleus. Voilà, parce que des fois, moi ça m'est arrivé sur une épreuve, c'était la dernière étape, quelqu'un me dit c'est la bleu ciel, l'autre me dit non mais c'est la bleu marine. En fait, quelqu'un l'emporte pour la bleu ciel et je suis parti sur la bleu ciel. On a réussi à m'appeler pour me dire mais non en fait c'est la bleu marine. Et voilà, je pense qu'il y a des choses à éviter de manière très simple en évitant le rose, le rouge, essayer d'avoir des couleurs plus distinctes et plus franches. Voilà. D'accord. Ouais, très très intéressant. Est-ce que du coup le balisage il change par pays? Alors du coup j'explore la question du balisage parce que tu en parles. Tu as couru à l'international, donc forcément est-ce qu'il y a des pays qui ont du coup des codes mais complètement différents? Est-ce que ça change d'un pays à l'autre ou est-ce que quand même il y a une harmonie qui se fait? Non, je pense que c'est vraiment l'organisateur qui a déjà son propre matériel. Après, il y a certainement aussi des régions, par exemple comme à Compiègne, ils ne peuvent pas utiliser le plâtre pour barrer au sol. C'est interdit par rapport, l'ONF ne veut pas qu'il y ait dans la forêt. Voilà, donc ils sont obligés d'avoir un matériel qui est peut-être différent d'autres régions. Mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer d'avoir un code peut-être 50 mètres avant, avoir un rappel avec 2 plots en disant attention, changement de direction, etc. Voilà. Je pense que le meilleur balisage qu'il y ait eu, c'était ce qui se faisait à l'époque à Compiègne. D'accord. Il y a quelques années. Quand tu dis à l'époque... C'est à l'époque de Nicolas Warren. C'est en termes de date de date, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être 5-6 ans. Ouais, voilà, d'accord. Où c'était vraiment très bien balisé, justement, voilà, avec des rappels. Il y avait justement ce code. Voilà. Le seul truc qui existe, je pense, c'est qu'on a toujours les balises à notre droite, quand on est dans le bon sens. C'est-à-dire si on les a à gauche, on est à sens inverse. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment standardisé. Ouais, non, mais du coup, c'est marrant parce que j'avais pas du tout appréhendé ça comme ça. Est-ce que là, la saison, elle est finie pour toi? Est-ce que tu seras à Uzès, par exemple, ou là, tu seras juste en spectateur et pas forcément J'ai mes chevaux qui courent à Uzès et sur les épreuves de fin de saison. Après, non, moi, j'ai toujours du matériel dans la jambe. Ok. Donc, je peux bien sûr monter. Mais là, mon équipe m'a demandé de faire uniquement ce qui est vraiment important. Vital, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que les épreuves qui sont en fin de saison ne le sont pas pour moi d'un point de vue sportif. Donc ils m'ont dit si tu peux éviter de te reblesser tant que tu as du matériel encore dans la jambe, c'est mieux. Donc je reste à pied. Ouais, ça marche. Voilà. Et l'objectif pour l'année prochaine, ce serait quoi pour toi? Les championnats du monde. Encore? Ok. Toujours avec le même cheval? Le même. Ok. Et d'autres chevaux que tu prépares et qui ont aussi leurs objectifs avec toi? J'ai un 6 ans. Ok. Voilà, qui est un frère utérin de mon cheval de championnat. Voilà, qui est pareil, qui est issu de l'élevage que j'ai avec ma femme. Donc ça va m'amener à ralentir l'accident que j'ai eu. Je pensais déjà ralentir. Voilà.
je commençais à avoir une petite perte de motivation sur les épreuves, on va dire, classiques. C'est plutôt les chevaux maintenant qui me motivent. Certains chevaux voilà, me passionnent un peu plus. Donc j'ai la chance de pouvoir faire ça. Ouais. Voilà, donc je vais m'occuper voilà, de ces chevaux-là qui m'attirent un peu plus l'attention que d'autres. Bah, on te souhaite tous beaucoup de succès et pour l'année prochaine et de belles courses. Je ne vais pas te prendre plus de temps, ça fait déjà une bonne demi-heure. Merci. Donc, merci pas de beaucoup. soucis. Et puis à bientôt, je l'espère, sur des belles courses. À bientôt. Merci. Et bien voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était un épisode un petit peu plus court parce qu'il était complètement impromptu. Donc pas spécialement préparé et on n'avait pas non plus énormément de temps à prendre à Jean-Philippe sur son salon. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu même s'il était un petit peu plus court. Et encore merci à Jean-Philippe et puis à Michel Laurent. Et qu'est-ce que j'aimerais ressembler à ces cavaliers d'endurance quand je serai grande. J'espère que j'y arriverai un jour. Je vous retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode où on parlera encore d'endurance avec cette fois-ci François Adju. Allez, je vous laisse. Passez une bonne semaine, à bientôt.